Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, quel plaisir, quel bonheur, quel honneur d'accueillir, c'était beau ça comme lance de départ, d'accueillir Julien, notre ami Jules Melon, Julien, déjà pour une énième fois, puisqu'on va continuer nos pérégrinations aux Javis anciennes. Comment vas-tu, mon cher Julien? Magnifique intro, et tout l'honneur est pour moi. Voilà, surtout pour parler de ce film-là. Est-ce que un coup oui, un coup non dans la filmographie de Xavier Georges? Bon, on extrapole. C'est pas que du non catégorique. À chaque fois, on trouve des bonnes choses dans ces films. Mais on avait remarqué que souvent, il y avait un très bon film et un film un peu plus, on va dire, indispensable. Là, normalement, on devrait tomber sur un très bon film. C'est ça, il me semble. J'espère. Budapest, on avait tablé sur un avis mitigé, on va dire mitigé. C'était amusant. C'était amusant, voilà. On s'est bien éclaté, quand même. D'ailleurs, Xavier a dit qu'il allait regarder, nous a dit ça sur X il y a peu de temps, donc Est-ce que du coup il va écouter celle-là parce qu'il a peut-être été énervé? Non. Il avait été refroidi par le podcast précédent. Mais ne t'inquiète pas, Xavier, ça sera certainement au moins un peu mieux, voire beaucoup mieux. Enfin, on va y revenir justement, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser donc à son avant-dernier film à date, Farang, donc qui est sorti donc en 2023, donc l'an dernier. Donc film d'action, thriller, dramatique, contemplatif même, oserais-je dire pour à certains instants. Film qui globalement, donc moi je l'avais découvert, pour le coup je l'ai pas découvert en salle. Toi, je sais pas si tu l'avais découvert en salle. Il me semble d'ailleurs, Julien, que toi tu en as fait un appro ciné critique certainement. Il me semble, oui. Alors, je l'ai vu quelques mois après. J'en ai parlé avec un camarade youtubeur, Boomster. C'était un de ses films, voire son film de l'année. On avait eu déjà cette discussion là et tout. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir une autre rediscussion des mois après, en ayant revu le film. Donc, si Boomster passe par ici, on le salue très chaleureusement. Tout à fait. Voilà. Et moi, justement, je m'étais pas, pour pas me spoiler ton avis en détail, justement, j'ai mis dans cette vidéo de côté pour m'y repencher un petit peu plus tard après cet échange-là. Alors donc, l'idée est relativement simple. On suit, pour synopsiser de manière assez simple, on suit donc Samir, qui est interprété par l'excellent, enfin moi je trouve, mais on y reviendra, Nassim Liès, pardon, qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard chez Xavier Georges, c'est l'année suivante, dans Sous la Seine, où il a un rôle un petit peu moins important. C'est pas le premier rôle, mais il a une certaine importance quand même dans la narration, qui pour le coup est un prisonnier plutôt exemplaire, qui est tombé pour quelques trafics. Il va sortir, enfin, il a une permission, et pendant une permission, il est accosté par certains de ses anciens, si je puis dire, collègues de crime. Et grossièrement, il va y avoir une altercation et il va accidentellement tuer l'un de ces individus. Et à partir de là, il va devoir s'expatrier, disparaître, et il va disparaître donc en Thaïlande, où il va se construire une nouvelle vie. Il va rencontrer Mia, pour le coup, qui est une jeune femme duquel il va tomber éperdument amoureux. Ils vont former un très beau couple tous les deux, qui a déjà une petite fille. Ça se passe 5 ans plus tard. Elle est enceinte de lui, au passage. Lui souhaiterait, avec elle, ils tiennent un petit restaurant, et ils souhaiteraient en fait ouvrir parce que c'est un restaurant qui appartient à un de leurs amis, et ils souhaiteraient pour le coup ouvrir leur propre restaurant. Donc ils vont trouver une très belle plage avec un lieu où ils pourraient justement acheter, il y a une maison, etc., où ils pourraient continuer à ouvrir leur petit business, et puis à grandir et mettre à l'abri la famille. Et malheureusement, parce alors il est un Farang, Samir, c'est important. Donc un Farang, c'est le dialecte local pour le coup thaïlandais, qui peut cette idée de l'individu étranger blanc, qui restera Farang, parce qu'il y a toute une question sur l'identité qui est aussi très intéressante dans le film. On va y revenir. Il ne va pas pouvoir obtenir la possibilité d'acheter cette maison, et surtout qu'il y a une offre qui a été faite par un autre individu, qui est interprété par Olivier Gourmet, qui est un petit, qui est lui aussi français, mais qui s'est donc justement extradé, si je puis dire, en Thaïlande, et qui est un criminel local, qui a monté son petit business. Il va lui proposer, pour pouvoir accepter, si je puis dire, de lui laisser l'offre de la maison. Là, je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est globalement quand même c'est l'idée de base. Mais voilà, il va lui proposer de faire passer quelque chose, parce que Samir travaille à l'aéroport, de faire passer quelques produits illicites, et il va y avoir un cafouillage. Et pour le coup, je vais rester là-dessus. Je vais rester sur ce point-là. On reviendra un petit peu après, même si globalement, si vous avez un petit peu vu, je crois que c'est déjà dit dans les trailers, hein, c'est un récit de vengeance, donc il va se passer un petit peu plus. Mais je vais m'arrêter là sur cette idée qu'il va y avoir un cafouillage, et à partir de là, tout va aller de mal en pis pour Samir. Et il va essayer, pour le coup, de trouver sa place, et puis surtout de se venger, puisqu'il va se passer quelque chose d'assez dramatique, tragique pour Samir par la suite. Je vais rester
très flou cette partie-là. Au passage, hein, pour les acteurs, je vais en parler rapidement. Donc on retrouve Nassim Liès pour le coup ici, Olivier Gourmet, que vous connaissez tous évidemment, qui joue le personnage donc de Narong, qui est ce Français expatrié en Thaïlande, criminel, dangereux, l'antagoniste principal. On retrouve aussi au passage, je tiens à le dire parce que c'est un acteur que je trouve vraiment intéressant et qui fera du bien avec un autre film que je pense Xavier Jean a beaucoup apprécié, mais il nous le dira peut-être plus précisément. Il s'appelle donc Vitaya Pasringam, et donc un acteur thaïlandais et qu'on retrouvera, enfin qu'on a vu au préalable dans un film qui s'appelle Only God Forgive de Nicolas Winding Refn. Ce qui est intéressant d'ailleurs, on reviendra dessus, mais Only God Forgive, moi je trouve qu'il y a même des éléments, il y a des séquences qui rappellent même Drive dans une certaine mesure, donc grossièrement le cinéma de Nicolas Winding Refn aussi, mais on y reviendra un petit peu en détail. Donc voilà, pour savoir, on retrouve aussi un habitué du cinéma, Xavier Jean, qui a souvent des petits rôles. Alors dans Frontières, qui avait un rôle important, qui est Patrick Ligarde, qui jouait un des membres de la famille néo-nazie de Frontières. Et puis Alix Poisson, qui jouait qui a un plus petit rôle ici, et qui jouait pour le coup un rôle plus important dans Budapest, qui jouait la femme de Jonathan Cohen. Et petit point aussi important, on trouve aussi Pascal Logier, qui fait une toute petite apparition, ami réalisateur, sur lequel peut-être d'ailleurs nous reviendrons plus tard, autre réalisateur français adepte du genre. Mais voilà, qu'on retrouve quelques secondes. Voilà. Donc, ce que je vais te demander dans un premier temps, Julien, même comme je ne me suis pas spoilé ton avis, je ne sais finalement pas grand-chose de ce que tu as pensé du film. Je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé du film, et je dirais même un peu plus qu'est-ce que tu as pensé au-delà de ce revisionnage que tu viens de faire pour le coup, pour l'occasion. Alors, c'est un film que, quand je l'ai découvert, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais peut-être certaines réserves scénaristiques, notamment sur un twist qui mènera à la dernière partie, mais en le revoyant, j'ai envie de dire, peu importe, car dans l'écriture telle que le film nous est proposé, c'est-à-dire action, vengeance, idée de retrouver sa place, il n'y a pas grand-chose à reprocher en fait. Parce que, tu l'as dit un peu au début, c'est un film d'action, oui, mais ce n'est pas que ça. C'est un film contemplatif, certes sur certains plans super bien tournés en Thaïlande, mais contemplatif aussi sur la psychologie d'un personnage qui est très bien écrit, dans le sens où Xavier Jean prend le temps de nous faire une exposition, et c'est rare ça au cinéma. Ça fait du bien. C'est-à-dire que, non, on n'a pas que l'action en Thaïlande. On a son passage en prison au début, et on comprend très vite, en silence, sur une scène où il est un peu en flou, il se met en retrait pendant qu'il y en a deux qui se bastonnent, que lui, il a envie de retrouver une vie normale, tranquille, il regrette, il est en rédemption. D'où après le discours avec Patrick Ligardès et tout, c'est hyper passionnant, ça. Sur l'acceptation. C'est un film qu'en dit long aussi sur la société française qui a du mal à réinsérer, qui a des préjugés. C'est là où on voit que Xavier Jean, c'est un bon réalisateur de gauche, quoi. Voilà. Et ça fait du bien. Il faut le dire, faut le préciser. Il faut le dire, oui. Parce que c'est clairement ça. Il y a un discours social qui est important, qui est assez fataliste sur le pays qu'est la France aussi, hein, sur certains points. Mais bon, c'est intéressant parce que évidemment, il va sortir de cette prison, il va être rattrapé, tout ça, et donc il doit fuir. Et ce qui est très fort, c'est que il y a une ellipse et tout. Et là, on voit encore quelqu'un qui doit trouver sa place, qui l'a trouvé en soi familialement, mais malgré tout, t'as un peu l'impression que dans cette œuvre, et c'est ça qui fait le côté psychologique, voire spirituel par moment, c'est qu'il est rattrapé. Et moi, j'aime bien dans cette écriture-là. Il y a un côté presque métaphysique, je sais pas, mais qui transcende une forme de réalité à un moment, mais on y reviendra dans la zone spoiler, où on voit qu'il est rattrapé par la fatalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on le sent, il mérite de la vivre, cette vie. Il mérite. Là, il touche au bonheur, quoi. Il est en quête de paradis avec sa compagne, qui va avoir son propre enfant avec elle, et qui a déjà l'autre enfant qui est comme sa fille, hein. Cet endroit paradisiaque pour ouvrir un restaurant, tout ça. Et même dans cet endroit où il pense avoir trouvé son paradis, l'enfer se rappelle à lui. Et il y a ce côté dramatique. On est vraiment dans un pic de drame à un moment, qui fait que derrière, c'est ça la magie du film, c'est qu'on arrive à comprendre le revenge derrière. Pourtant, c'est violent, tout ça, c'est gore, et il prend pas des gants, on va dire. Mais on est en totale empathie avec ce personnage, qu'on a envie de voir réussir, qu'on a envie de voir être heureux, tout simplement. Et qui, dès le début, le film nous le dit. D'ailleurs, le discours le dialogue qu'il a avec Patrick Ligardès, là, en dit long, hein. Voilà, il en dit long, ce passage-là. On y reviendra peut-être à détail après. Philosophiquement parlant, même, je pense que ça t'a beaucoup parlé, ce moment-là. Et après, voilà, évidemment, après, on a on va dire, entre guillemets, des poncifs, parce que c'est quand même des très bons poncifs, hein, de ces films d'action hongkongais, coréens. On s'alorde, évidemment, et forcément, du côté moderne, on va penser à John Wick, mais John Wick a les mêmes influences, tout simplement, les mêmes références. On va penser à Monkey Man, sorti cette année, hein, que je conseille vivement d'ailleurs. Et je sens que notre cher Romain, ici présent, quand il l'aura vu, il aura envie d'en parler. Je sais pas pourquoi. Je préchote cette idée-là, parce que je le sens bien, en fait. Mais cette idée de rage
cette rage de vivre. Quand on n'arrive pas à vivre parce que la vie nous l'empêche, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller contre cette fatalité-là et forcer le destin. Et c'est ce qu'il va faire. Et évidemment, les scènes de chorégraphie qui sont super bien. Hein. On voit que Xavier Jeance lui-même ne s'en cache pas. Il y a une upgrade dans sa façon de filmer le cinéma d'action grâce à Gangs of London, à Gareth Edwards, au coordinateur d'action qui est là aussi présent sur le film. Et on voit que Xavier Jeance, c'est là où c'est un auteur, c'est-à-dire qu'il apprend, il prend en main les choses et il fait très bien derrière. C'est-à-dire que là, je pense que sur le plan réalisation et cinéma, il a pris un pied fou, Xavier Jeance. Je pense que tu lui demanderais aujourd'hui, c'est peut-être son film préféré. J'imagine, avec Cold Skin, il y a des chances. Peut-être Frontière aussi, parce que c'est vraiment quelque chose, bout de décoffrage qui est très marquant, Frontière. Et bien là, il atteint une sorte de pic cinématographique, Xavier Jeance, avec ce film. Et j'ose le dire, oui, c'est le meilleur film, je pense, de Xavier Jeance. Avec Cold Skin. Cold Skin est différent, même s'il y a un petit côté spirituel, il y a encore de la philosophie. Xavier Jeance serait-il fan de philosophie? Je pense que oui. Je pense qu'il s'est pas mal renseigné, il a pas mal lu. Il a dû être marqué par son prof de philo. Voilà. Il peut avoir de très bons profs de philo. Formidable. Mais non, mais sincèrement, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on voit ce film-là, ou Cold Skin, par exemple, ce serait dommage de réduire Xavier Jeance à certains films peut-être plus mineurs. C'est un réalisateur qui montre qu'il est capable de presque toucher à tout, je pense. Parce que même Budapest, voilà, toute réserve qu'on puisse avoir, sur le plan comédie, ça fait quand même partie des comédies françaises très honorables de ces dernières années, hein, qu'il arrive. Oui, d'accord. Ouais. Donc, oui, Farang, c'est un film qui gagne au revisionnage. Et ça, je le sentais quand je l'avais vu la première fois. Je me suis dit, voilà, tout cet aspect métaphysique, ce moment avec son coach, là, parce qu'il fait du kickboxing aussi, comme Nassim Niès dans la vraie vie, hein. Champion de kickboxing, Nassim Niès qui a tout donné dans le film. S'est blessé, je pense qu'il a fait toutes ses cascades. C'est un film où tout le monde se donne à fond. Et c'est ça qui fait du bien. Et Nassim Niès qu'on avait vu dans Candy Chat d'ailleurs, de Maury et Bostillo, dans un petit rôle. Donc, voilà. Il a bien grandi, hein, il a bien trouvé sa place. Je pense qu'il a, à l'image du personnage principal, il a peut-être réussi à trouver sa place aussi, dans le cinéma français avec ce film. Mais ouais, c'est un défouloir, oui, mais pas que. C'est loin d'être qu'un simple actionneur, Farang aussi. C'est ça qui est important. Tu as raison, hein, sur la manière en fait de travailler l'action. Tu parlais de Gareth Evans aussi, effectivement, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Et comme tu dis, je trouve ça très intéressant quand tu dis c'est un vrai auteur. C'est vrai qu'il apprend effectivement de tout ce qu'il y a autour de lui et après il le réutilise, il le réinvestit avec sa propre sensibilité. Ce qui fait qu'on n'a pas juste la pression d'un clone d'un Gareth Evans. Il y a des éléments qu'on peut retrouver. Je pense que dans la manière de filmer l'action, il y a des trucs que je trouve très intéressants. Si on se bloque que sur l'action, mais effectivement il y a tellement plus que ça. Si on se focus là-dessus, il y a quand même ce travail d'utiliser très peu d'inserts. On est vraiment très souvent en plan moyen pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de tentatives de travailler avec des sortes de morceaux, de pièces, de plans séquences qui sont vraiment intéressants et qui sont raccordés par des raccords mouvements à certains moments ou des points de montage qui sont vachement intéressants et intelligemment mis, de manière à ce qu'on soit totalement immergé dedans. Tu disais effectivement que pour le coup l'acteur principal se donne à fond, et oui, je trouve qu'il y a ce côté-là en plus qui est intéressant, et je pense qu'il y a tout ça chez Gareth Evans aussi. Cette idée où chaque séquence d'action, chaque coup qui est porté doit faire mal. Et je trouve qu'en termes d'enjeu, c'est très fort parce que finalement, dans un film d'action type, je prends John Wick par exemple, c'est difficile en fait parfois d'accrocher jusqu'au bout. Dans ce cas, moi j'aime beaucoup au moins les 3 premiers John Wick, mais il y a un truc où en termes d'implication émotionnelle, c'est compliqué parce que tu vois que ton héros il est indestructible. Il faut trouver quelque part d'autre où attacher les enjeux. Et je trouve que tout ce qui est héritier ici, notamment du cinéma hongkongais, pour le coup de Gareth Evans, pour le cinéma indonésien, lui gallois, mais il travaille en Indonésie pour le coup énormément avec le Pencat Silat. Ce qui fait que tu accroches, c'est la souffrance du personnage principal. Tu sais potentiellement qu'il va s'en sortir. C'est grossièrement l'idée qui est quand même posée derrière ça. Cependant, par quoi va-t-il passer pour s'en sortir? Et je pense que tout ça, en plus, est lié à des tu parlais de beaucoup de philosophie, de questionnements existentiels, métaphysiques. Le fait de traverser l'enfer pour pouvoir s'en sortir et parvenir, pourquoi pas, au bonheur, parce que c'est finalement la quête de Nassim, c'est cette idée du personnage de Nassim, c'est de sortir de ce truc-là et d'arriver au bonheur. Prendre ce petit coin de paradis avec sa femme, sa fille d'adoption et sa fille, enfin son futur enfant, pardon. C'est très très fort, en fait, je trouve, ce truc-là, en fait. L'action, elle est pas juste là comme une sorte de fin en soi, c'est aussi un moyen
de narrer l'histoire en fait. Et comme tu dis très bien, il prend beaucoup de temps pour ça. Il y a un acte d'exposition qui est très long finalement. Il y a une ou deux petites séquences d'action, qui est l'affrontement avec ce type qui vient de son passé, enfin ses anciens collaborateurs qui viennent l'emmerder quand il est sur Paris encore, où tu as une petite séquence d'action assez brève, et après effectivement quand on est en Thaïlande, on se pose. Alors effectivement, il fait de la boxe thaï pour gagner un petit peu sa vie. Il encaisse beaucoup, effectivement. Ça, même quand il fait de la boxe et tout, bah, il accepte de perdre pour l'argent, parce qu'il a besoin d'argent et tout, et il prend cher à chaque fois quand même. Face à des gens plus ou moins dopés, visiblement, il y a un sous-entendu. Oui. Je sais pas, on est pas loin de Van Damme peut-être à un moment. Je pense que il y a Xavier Jean aime bien. Mais je crois qu'il a bossé plus jeune en tant que stagiaire sur des films de Choyark et ou Ringo Lam, je sais plus, mais il y a un film au moins avec Van Damme quand ils ont tourné dans le sud de la France, donc. Je pense qu'il a voulu un petit peu se faire plaisir là-dessus. Mais ouais, c'est un personnage qui a encaissé, on le voit dès le début, et qui ne cesse d'encaisser. Même dans son paradis, pour l'avoir, ce paradis, il encaisse. Et tu parlais des combats, mais après on développera sûrement, c'est l'utilisation des courtes focales et d'une seule caméra, très proche. Ça triche pas, tout simplement. Oui, le montage triche, c'est du cinéma, bien sûr. Il se tape pas pour de vrai à fond non plus. Il y a le côté raccord, comme tu le disais, avec... où on accélère peut-être certaines choses et tout, parce que je pense qu'ils ont dû répéter un plus ou moins en ralenti, enfin il doit y avoir tout un délire derrière, enfin. Mais ça ne triche pas quand même. Et ce qui est très bien ce que tu dis sur John Wick du coup, parce que certes à un moment le personnage de Samir va peut-être avoir une aura à la John Wick, mais ça reste un humain qui peut crever d'une minute à l'autre et on le sent. Et puis effectivement, il en souffre énormément. Et tu parlais on parlait de Only God Forgives de Nicolas Winding. C'est intéressant parce que pour le coup, le personnage aussi principal, c'est aussi un personnage qui encaisse, alors différemment. Là, ce que j'aime dans le regard, par exemple, du personnage de Nassim, c'est cette idée que il y a cette rage quand on arrive au pendant, on va dire revenge movie, sans spoiler, hein, mais quand tout le monde sait grossièrement que c'est un revenge movie quand même. Il y a cette rage effectivement, mais il y a toujours cette tristesse. Dans le regard qui est assez hallucinant, je trouve. C'est pour ça que moi, l'acteur est pour moi un vrai coup de cœur, parce que je trouve c'est un héros d'action finalement, il a l'étoffe d'un vrai héros d'action, mais il n'est pas un héros d'action finalement sclérosé dans son cadre. C'est un personnage qui est beaucoup plus profond, qui joue énormément avec le regard. C'est pas juste cette machine à tuer qui avance, en fait, c'est une machine à tuer, certes, il le devient de par le fait, mais il est profondément meurtri. Et plus il avance, plus il est meurtri. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la marche funèbre, qui aura de fait une rédemption à la fin, on y reviendra quand même, il y a quelque chose qui fait que il est sauvé quand même de cet enfer, mais il y a un truc vraiment où c'est une marche funèbre, ce personnage se détruit en avançant malgré tout aussi, et c'est hyper fort je trouve émotionnellement, et je trouve que effectivement, encore une fois j'insiste sur Gareth Evans, mais je trouve qu'il y a et j'insiste là-dessus, c'est pas du Gareth Evans beast, hein, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il a certainement pris dans Gangs of London, et qu'il a réinjecté là-dedans pour le faire sien, et je trouve ça très fort. Il y a plus de spiritualité, de contemplation psychologique qu'un The Raid ou un The Raid 2, qui sont de très bons films. Hein. The Raid 2 étant peut-être plus profond quand même quand on y pense, mais plus généreux, peut-être trop long aussi en même temps, mais j'aime beaucoup The Raid 2. Mais là, oui, si on veut vraiment, voilà, de façon très galvaudée, dire que ce serait un mélange entre Gareth Evans et Nicolas Winding Refn, peut-être, mais avec une touche à la Xavier Jeans. Ce qui se passe au tout début du film, je pense, c'est vraiment lui. Ça, c'est du Jeans. Le discours, il fait intervenir Patrick Ligardès dans ce passage-là. C'est presque un écho à son cinéma. On rigolait en off, parce qu'on s'amuse et tout, mais le personnage de Patrick Ligardès, on pourrait imaginer que c'est une réalité alternative où l'un de ces néo-nazis là aurait survécu, il aurait fini en prison et il y aurait sa rédemption. Bon, il a l'air trop gentil ce monsieur pour avoir été le méchant dans Frontières. Ça collerait pas. Mais c'est amusant qu'ils soient venus chercher sa gueule à lui, parce que Patrick Ligardès, c'est un peu la gueule de Xavier Jeans. C'est un peu le Dupontel de Xavier Jeans. C'est vrai qu'on avait remarqué on avait parlé, oui. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est pas anodin lui ait donné ce rôle-là, par exemple. Voilà, c'est un petit écho. Puis après, c'est vrai qu'il encaisse, il ne cesse d'encaisser. Et, bon, on n'est pas encore allé dans la zone spoiler, mais il y a des trucs, beaucoup d'humains mortels auraient du mal à encaisser quand même. C'est la réinsertion loin de l'enfer, elle passe quand même par des étapes ici. J'ai l'impression qu'il paye les péchés d'avant, mais il les paye cash quand même. Hein. C'est intéressant parce qu'il y a la réinsertion nécessaire et méritée de quelqu'un. Donc c'est Xavier Jeans qui, humaniste, croit que un personnage, même s'il a fait des conneries, peut se réinsérer au-delà des clichés. Voilà, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui aurait des origines machin. Bon, il y arrive pas en France parce que la France ne l'accepte plus, ne l'accepte pas pour des raisons qu'on pourrait imaginer. Là, on en revient à Frontières. Hein. On en revient à Frontières, tiens. Finalement, l'écho il est là.
eh ben il va aller en Thaïlande. Sauf que même là-bas, et d'où il vient le mal en Thaïlande? Il vient d'un Français expatrié. Oui, tout à fait. Oui, tout à C'est fait. ça aussi qui est intéressant. Je pense qu'il questionne aussi la société française là, directement, Xavier Jeance. Il le questionne plus là, je pense, que dans Sous la Seine. Même si dans Sous la Seine, on sent qu'il veut essayer de le faire. Mais ça, on en parlera. Aussi. Voilà. On en parlera quand même quand on reverra Sous la Seine, parce que c'est un film qui pourrait être intéressant au revisionnage. Et pas que pour j'ai même pensé, par rapport à la question sociale française, en revoyant, j'ai même pensé par exemple à des films comme Dipan, par exemple, de Jacques Audiard sur la première partie, en fait. Ah ben il y a du aussi Audiard. un revenge movie, au fait. Il y a quelque chose de Audiard aussi. Il y a un début un prophète aussi. Hein. D'ailleurs, oui, je crois que Nassim Niasse a été parmi des figurants dans un prophète. Il me semble Nassim Niasse aussi tout jeune. Donc. Ah, je savais pas du. Je crois qu'il l'avait dit. Il est pas du tout crédité et tout. C'était vraiment de loin et tout, mais. C'est intéressant parce que on aurait pu imaginer Tahar Rahim dans un film comme ça. Hein, ah, tout à fait. Mais oui, je pense que Jacques Audiard doit faire partie quand même des réalisateurs que Xavier Jeance apprécie à minima. Côté humaniste, en plus de Jacques Audiard, ça colle bien. Parce que Jacques Audiard, là, vous voyez son Emilia Pérez récemment. Et ça, c'est il y a ce côté effectivement d'user du genre pour pouvoir faire pour le coup une vraie chronique sociale, questionner les questions de réinsertion, de place de ce personnage finalement. Et ça, c'est intéressant. On a parlé au tout début qui est à la fois qui ne trouve pas sa place quel que soit où il est et qui finalement au moment où il l'a trouvé, on lui retire cette place. Et ce qui explique beaucoup quand tu dis que le personnage finalement il encaisse énormément, il en prend plein la gueule et tu te demandes comment il se relève finalement pour la suspension consentie d'incrédulité en fait, ce qui fait que je pense tu acceptes en fait qu'il encaisse énormément, que d'aucuns qui seraient pris autant de coups de tatane dans la gueule seraient morts assez vite ou auraient abandonné. Lui, c'est cette rage, le fait qu'on lui ait arraché en fait cette place qu'il cherchait depuis longtemps, qu'il ne trouvait ni en France ni en Thaïlande, parce que je trouve il y a ce moment moi que je trouve bouleversant quand il va pour le coup pour acheter la maison et qu'on lui demande sa carte d'identité, sa pièce d'identité et qu'on lui montre qu'il n'est pas ici chez lui non plus, que c'est un farang. Et finalement on ressent la même chose quand il est en France où il est pas non plus à sa place. Il est pas non plus à sa place à l'extérieur de la prison, il est pas à sa place en prison, il est à sa place nulle part. Et retrouver encore une fois cette famille qu'il se crée lui-même, encore une fois en se créant sa place, et sa place c'est cette plage qu'il aimerait occuper. C'est là où tout semble converger pour aller à cet endroit-là où il trouverait sa place finalement. Il va finalement la trouver à terme d'une façon. Je sais pas, on va spoiler de toute façon. On va y aller dans quelques secondes. On va y aller. On va spoiler gaiement. On va spoiler gaiement parce que c'est trop difficile de parler comme ça. Eh ben écoute, ouvrons la zone spoiler. J'ouvre juste sur le truc en fait que j'ai pas posé explicitement dans la première partie, mais effectivement, donc le personnage de Naong, qui est interprété par Olivier Gouromet, va lui proposer de faire passer quelque chose je vais y arriver à l'aéroport. Le personnage ne va pas réussir, le protagoniste ne va pas réussir pour diverses raisons que vous découvrirez là pour le coup ici. Et pour le coup, il va se retrouver à fuir la situation en abandonnant la cargaison sur place. Et l'un des membres un petit peu du gang de Naong se fait arrêter à ce moment-là. Et pour le coup, Naong va décider de se venger. Alors c'est plus complexe que ça parce qu'il y a une sorte de petit twist qui crée du lien aussi effectivement avec son passé français aussi qui va se réactiver ici, qui va sûrement le suivre jusqu'en Thaïlande avec la révélation qu'on a à la toute fin. Et donc pour le coup ici, il va donc Naong va décider donc de faire exécuter sa femme, mais va faire enlever sa fille. Pour rester de manière générale, on verra effectivement que sa fille a été gardée par leur meilleur ami qui les a vendus. Cette scène, elle est violente, hein, la mort de son aimé avec l'enfant. Bah, bon, et encore, je crois que c'était plus trash à la base, mais ils ont dû couper un petit peu pour que le film reste juste au moins de 12 ans. Donc, mais c'est quand même, oui, mais c'est le trauma absolu. Enfin, c'est son enfant. Oui. Il perd son futur enfant, qu'il n'a jamais même pu tenir dans ses bras, du coup, et la femme qu'il aime. Et il croit que la fille qu'il considérait comme sa fille meurt aussi. Enfin, par un moment, bon, après très vite, on lui dit non, elle n'est pas morte. Mais il pense qu'elle a été vendue pour pouvoir parce qu'il y a toutes ces séquences notamment dans et en plus c'est même pas ça, c'est terrible. Oui, parce qu'il y a tout un truc évidemment malheureusement la criminalité la vente des enfants, tout ça, la prostitution, ce sont des choses qui existent hein, évidemment. Et oui, et c'est là où en fait en voyant ça, il meurt lui-même. C'est là le côté spirituel, c'est c'est comme s'il était mort au fond de lui. D'ailleurs, c'est très amusant parce que ça renvoie à ce que Patrick Ligardès lui disait au début. Là, nous sommes des oubliés, nous en prison on est tous morts et tout, mais toi non, il est pas trop tard. À ce moment-là, t'as l'impression que si, c'est trop tard pour lui. Et t'as l'impression qu'il y a une résurrection après. C'est une scène qui est très forte ça. Et on a un peu la même dans Monkey Man, hein, indirectement, mais c'est pour ça que
ça m'amuse que ces films soient sortis à quelques mois d'intervalle, parce qu'il est impossible, à moins qu'il y ait eu des fuites de scénarios ou autres, impossible que les films se soient, on va dire, inspirés l'un de l'autre. Croisés, ouais. Voilà. Mais oui, c'est ce coach-là qui devient plus qu'un coach, il devient un père de substitution, un père spirituel. D'ailleurs, il le considère comme son fils après. Ça donne l'impression qu'il le ressuscite, hein. Alors, c'est pas ça frontalement, mais si t'as envie de le prendre comme ça, t'as l'impression que le gars est une sorte de chaman et de magicien, de sorcier, et qu'il le ressuscite comme ça. Pendant plusieurs semaines où il n'a pas mangé, voilà, d'autres comme ça. C'est intelligent parce que bon, c'est allégoriquement, métaphoriquement ici la nouvelle naissance d'un homme qui devient une machine dans l'idée de se venger, mais une machine quand même meurtrie, comme tu l'as dit. Avec ce qui est rigolo d'ailleurs, ce qui est marrant par rapport à ce que tu dis, c'est que le personnage donc interprété par Vitaya Pasringam pour le coup, qui jouait aussi dans Only God Forgives, qui jouait ce flic un peu étrange avec son sabre, qui est un personnage qui est aussi, alors je crois que Nicolas Winding Refn en parlait comme ça, qui était aussi une sorte d'incarnation presque divine, presque spirituelle aussi. Alors c'était Dieu d'ailleurs presque dans Only God Forgives, et je trouve ça intéressant que tu parles effectivement qu'il vient l'extirper de l'eau, puisque le personnage de Samir tombe à l'eau en fait, enfin arrive à se traîner, je suppose, jusqu'à l'extérieur, parce qu'on voit pas justement, il y a une petite ellipse, et on le retrouve à tomber dans l'eau, et il y a le bras donc de ce personnage-là qui vient de son coach pour le coup, puisqu'il a finalement deux coachs qui sont très importants dans les deux cas, celui joué par Patrick Ligardes et celui-ci par Vitaya Pasringam, qui vient le chercher et l'extirper de l'eau, et effectivement qui derrière il y a effectivement tout ce truc presque chamanique, d'une sorte de résurrection, effectivement, qui en fait presque, et il devient presque une sorte de, quand on parlait d'oubli, et je trouve ça intéressant parce que c'est presque une sorte d'incarnation abstraite. Samir devient presque une sorte d'incarnation abstraite pendant toute une partie du film. Personne ne le voit quand il va dans cette soirée, pour le coup, dans ce grand manoir peuplé de riches, pour trouver les premières personnes qui lui permettront de retrouver sa fille d'adoption. Il est invisible. Il est complètement invisible. Il y a un côté, et c'est marrant parce qu'il y a un côté presque Hitman là-dedans. Pour revenir à Hitman, il y a presque une vengeance de la part de Xavier Jans, qui avait raté son premier film d'action, qui s'était fait déposséder de son premier film d'action, et qui là va aller jusqu'au bout de son truc, va se pleinement je trouve ça intéressant, pleinement le saisir, le prendre, etc., le prendre à bras le corps. Et il y a ce moment-là presque d'infiltration dans ce lieu du manoir qui est presque hitmanien, si je puis dire, d'autant plus que le personnage de Samir a les cheveux presque, il est pas chauve, mais il a les cheveux très très courts pour le coup. Il y a presque ce truc-là dans ces quelques travelling d'accompagnement dans les couloirs où on voit juste son crâne très, c'est assez rigolo. Ça pourrait être une sorte de clin d'œil à ce truc-là qu'on lui a dépossédé et dont il se venge. Et t'as plein de non-dits où c'est très intelligent, c'est-à-dire que le film va pas te surexpliquer certaines choses non plus. Comme par exemple quand il lui donne l'amulette de son grand-père, donc t'as un peu l'impression qu'il est la continuité, qui devient le bras vengeur des oubliés de la Thaïlande, lui qui était un oublié en France en prison. Donc c'est ça, c'est le bras armé, quoi. D'ailleurs jusqu'au bout, le bras vengeur et le bras armé, parce qu'avec l'os qui ressort, c'est comme ça que c'est son bras littéralement qui poignarde. Non mais ça c'est génial. L'idée est très forte. Et encore, je pense que ça a été édulcoré pour que ça reste pour un public assez large. Mais Olivier Gourmet, disons que non, là c'est plus le fin gourmet à la fin. Mais alors oui, il y a cette idée du grand-père avec l'amulette. On comprend que ce coach spirituel, nouveau père et tout, a déjà perdu un fils. Oui. Je ne perdrai pas un autre fils, tu vois. Bah en gros, il va servir de vengeur contre le crime organisé. Souvent venus d'occidentaux, on voit quand même les occidentaux qui viennent profiter des prostituées et tout, souvent mineurs. Et il va les libérer. Il y a cette libération à un moment d'ailleurs. Mais c'est pas non plus appuyé en mode voilà. Et on voit qu'il vient. Sa fille n'y est pas là-dedans, tout ça. Mais quand même, il va pouvoir sauver le destin de certaines jeunes là. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que dans sa vengeance personnelle, quelque part, le coach spirituel va aussi l'utiliser pour venger le peuple thaïlandais opprimé qui est souvent exploité par les occidentaux. Ça aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que là, nous avons un occidental, un Farang, qui vient pas du tout exploiter, lui. Il vient juste chercher son paradis tranquille. Et il a été lui-même exploité en France et tout, etc. Lui-même ayant été probablement considéré en France, tu as raison, comme un Farang par certaines personnes. Voilà, une frange plutôt extrême droite et tout. Bon, c'est pas du tout dit dans le film, mais tu vois bien l'idée quand même.
Il n'arrive pas à s'insérer et tout. Et donc là, il y a une double vengeance au final, parce qu'il arrive à se venger aussi de sa vie d'avant, et de venger les gens qui ont été opprimés en Thaïlande. Donc, oui, c'est un mais c'est vrai que et c'est effectivement, c'est un revenge movie, mais c'est aussi presque un vigilant movie pour le coup, pour parler de ça. Il devient un justicier en fait, vraiment, qui va effectivement sauver certains enfants qui sont exploités dans ces usines. Notamment, ils font passer de la drogue dans des crevettes pour le coup, où ils sont en train de fourrer la drogue à la crevette avec les petites gamines qui font ça. Si vous allez en Thaïlande, méfiez-vous si vous mangez un plat de crevettes, vérifiez bien avant quand même. C'est important. Sinon, vous allez danser sur la table toute la soirée après, mais bon. Et alors, tu parlais de cette séquence de l'os, je vais rebondir là-dessus parce que il y a toute cette, grossièrement tout le climax qui est pour le coup très très actionneur à la fin. En fait, il y a vraiment un crescendo dans la violence aussi, parce que la violence est au fur et à mesure de plus en plus impactante parce qu'elle est de plus en plus cathartique et ça fait à la fin, on atteint une sorte de vraiment de climax dans tous les sens du terme, à l'échelle de la structure du film, mais à l'échelle également de la manière dont la violence est montrée. Et on a toute cette séquence, alors moi qui me fait fortement penser effectivement à Nicolas Winding Refn. Je pense à toutes les explosions de violence qu'on peut avoir. Alors, dans Drive entre autres, il y a une séquence dans un ascenseur, ce qui est pas forcément anodin, qui peut ramener des choses comme ça. Bon, les séquences de couloir un petit peu comme ça qu'on retrouve dans The Raid aussi, hein, ceci étant dit, avec ces bastons à la machette, etc., qu'on retrouve dans The Raid aussi. Un peu de Hellboy effectivement aussi. Il y a plein de petites choses où on sent qu'il est inspiré de plein de trucs, mais encore une fois c'est important, l'inspiration c'est ce qui permet de créer du dialogue entre les artistes. Et il y a cette séquence finale qui va amener à cette séquence dantesque de l'ascenseur, qui est vraiment pour le coup, là il travaille vraiment le motif du plan séquence, même si c'est un faux plan séquence sur l'ensemble, mais c'est vraiment hyper bien monté pour qu'on ait vraiment cette immersion totale dans la séquence où tout s'enchaîne dans le même plan. Encore une fois, il y a très peu d'inserts. Et on arrive à ce plan incroyable effectivement où il est bloqué avec une machette dans le bras, et pour pouvoir se défaire de ce truc-là, il va être obligé de se briser le bras et de se briser un os qu'il va utiliser effectivement pour tuer, le planter dans la gorge d'Olivier Gourmet un petit peu plus tard. Et c'est intéressant, je pense à The Raid aussi, puisqu'il y a quand même cette idée que le personnage d'Olivier Gourmet est au sommet de quelque chose, comme était le patron de la drogue dans le bâtiment de The Raid aussi. Donc je pense qu'il y a plein de petits clins d'œil comme ça, mais c'est une séquence qui est quelque chose, je trouve, tu parlais tout à l'heure il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, en fait. Ce personnage se transcende, en fait, au fur et à mesure. Il donne l'impression d'être immortel alors qu'il ne l'est pas, mais il est tellement dans cette démarche de vouloir se venger, pour le coup, et de vouloir récupérer ce qu'on lui a arraché, que finalement, il se transcende littéralement d'un point de vue corporel. Et je trouve ça hyper intéressant. Et là, il y a quelque chose de très spirituel, même dans la manière de traiter l'action. Alors, je sais pas ce que t'en penses, s'il y avait des choses que tu voulais évoquer au sujet de ce final, pour le coup. Bah, là, les légères réserves que je peux encore avoir sur le film, c'est vrai que tu le sens que bon, on pousse un peu, entre guillemets, le scénario, genre, oui, en fait, celui que tu as tué en sortant de prison, voilà, c'est le frère de machin, donc, une sorte de long plan de vengeance. En soi, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que, si vraiment ils voulaient se venger, ils auraient pas, se seraient pas pris autrement et plus directement? Parce que là, t'as quand même, bon, pourquoi pas? L'idée qu'à la fin, le big boss, là, Olivier Gourmet, c'est le méchant typique des films, il est là en mode, je te domine maintenant, hein. Au lieu de le tuer direct et tout, maintenant, il veut l'étrangler, tu sais. Il se fait avoir comme un bleu, alors que n'importe quel autre grand mafieux là, il aurait sorti son arme sans rien dire et boum, au revoir. C'est vrai, quand on y pense. Et après, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Je pense que même Xavier Jean, et alors je sais pas s'ils sont plusieurs au scénario, il me semble. Deux, ils sont deux. Oui, voilà. Il est avec Magali Rossito et Guillaume Lemans et Stéphane Cavel. Bon, ils en jouent aussi sur des codes, presque le côté semi-humoristique indirectement, parce que dans Xavier Jean, ça a toujours un petit peu une dose d'humour qui va ressortir quand même quand il pense. Même dans Cold Skin, il y a des moments où c'est tellement dans la folie, voilà, mais il aime bien ça, Xavier Jean. C'est vrai que ce scénario là, on sent que ça a été mis là pour essayer de remettre les fils ensemble et tout. La façon dont il tue à la fin, moi je trouve ça jouissif justement. Bon, il prend son temps, c'est chiant et tout, mais le coup de l'os, là, tu te dis bien fait pour ta gueule quand même. Là, c'est magnifique façon de tuer, c'est-à-dire qu'il a plus rien, il a que sa propre blessure, sa propre faiblesse pour gagner. C'est quelqu'un qui arrive à gagner grâce à ses faiblesses finalement, tiens. Oui, tout à fait, ouais. Donc là, la transcendance aussi, même, on sent qu'il pourrait ne plus s'en sortir et tout. Et à la fin, il y a ça. Et puis, il y a même une surfin. Alors c'est là, oui, avec le gars qui est jaloux, qui voulait
Bon, c'était un peu relou ça. Là, t'es arrivé sur la plage, oui, parce que ça finit sur la plage, évidemment. La fin, c'est là où on se demande si cette plage va être son enfer final ou enfin le paradis. Et il y a un gars qui a gardé la petite fille, il me dit oui, mais avant que t'arrives, machin. En gros, c'est un jaloux qui est probablement l'ex en fait de sa compagne. Enfin, j'imagine que c'est l'idée. J'ose pas espérer que c'est le père quand même de la fille. Je crois pas que ce soit. Non, c'est un des amis un peu friendzoné, si on peut. Je pense. Oui, voilà, c'est ça. Il est friendzoné. Donc bon, voilà. Donc il l'a un peu trahi, machin. Et c'est là où c'est intéressant quand même cette fin, c'est qu'il refuse de le tuer. Enfin, c'est pas sûr. Il aurait peut-être tué si donc sa fille Dara n'arrivait pas derrière en l'appelant papa et tout. C'est elle qui le sauve. C'est elle qui, on va dire, accomplit sa rédemption finale. Et qui va ne pas faire de lui un tueur en plus, pour le coup gratuit, parce que le pauvre en face, là, c'était pas une menace. C'est un gars désespéré, jaloux et tout. Et il ne le tue pas parce que sa fille arrive. Et là, enfin, c'est la toute fin, enfin il entre dans le paradis. Et là, tu sais que il ne fera plus jamais de mal à personne. Voilà. Sauf s'il y a un Farang 2. Mais bon, on n'espère pas. On n'espère pas, non. Voilà. Et l'autre, il se suicide derrière, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et la honte ultime, l'autre décide de se suicider. C'est intéressant comme fin, ça d'ailleurs. Je sais pas si t'as j'aime aimé bien, cette fin. J'aime bien justement qu'il ne l'exécute pas et que. Alors, est-ce qu'il le fait pour des raisons qui se retrouve face à cette petite fille qui l'appelle et qui se dit je veux pas faire ça devant elle, qu'elle le voit, etc. Et je pense aussi qu'il y a cette idée aussi de le laisser lui-même dans son propre enfer aussi, que je trouve finalement que peut-être la pure des punitions en fait, dans sa culpabilité, puisque dans un premier temps, il y a deux phases vraiment au dialogue final quand il est en face à face, où il y a la première fois il incrimine beaucoup Samir dans un premier temps en lui expliquant effectivement qu'il aurait jamais dû débouler là, qu'il a foutu la merde en déboulant là, qu'il aimait sa compagne et qu'il était le seul qui aurait pu la protéger, etc. Et puis dans un second temps, en fait, quand la petite fille advient, on sent finalement la culpabilité extrêmement lourde qui s'abat sur lui. Et il demande à Samir de l'abattre, ce qu'il ne fait pas. Et effectivement, il le laisse seul avec cette culpabilité, et c'est à lui de choisir et de faire le choix de ce qu'il va faire derrière ça. Et je trouve ça vraiment intéressant de le voir pour le coup. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que son suicide se fait complètement hors champ. On ne le voit pas flinguer. On voit juste Samir partir avec la petite fille dans les bras. Et on entend au loin le coup de feu. Donc ça reste complètement hors champ, encore une fois. Et je trouve ça intéressant, justement, de ne pas avoir qui aurait été une surenchère supplémentaire, un peu gratuite. Là, justement, on laisse le choix au personnage, en fait. Dans l'idée qu'un enfant peut sauver aussi. Oui. Un homme, un adulte et tout. D'ailleurs, il dédie ce film à sa fille, Jade, Oui. Xavier Jeance à la fin. Et c'est peut-être pas anodin. Peut-être que c'est le message aussi, comme quoi, d'une manière ou d'une autre, sa fille l'a sauvé. On sait pas de quoi, Ouais. hein. Enfin, Oui. mais ça, c'est bien, ça aussi. C'est-à-dire qu'il donne de l'espoir via la jeunesse. Ouais. Mais non, c'est ce qu'il faisait un peu essayer de faire avec Frontière aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il revient un peu à Frontière aussi avec ce film et à Hitman. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'on en avait débattu, mais visiblement la vraie scène d'action, à un moment dans une sorte de métro, je sais pas quoi, dans Hitman, Oui, c'est vrai. c'était une seconde équipe, c'était même pas lui qui l'avait faite. Et donc là, je pense qu'il s'est bien vengé fois 1000 en apprenant auprès de Gareth Evans, oui certes, mais en faisant très bien lui-même là les choses. Alors évidemment, il faut saluer le coordinateur d'action, mais j'ai pas son nom sous les yeux. Je l'avais entendu dans une interview, Jude quelque chose, hein, je crois, qu'il faut créditer parce que il était là. Voilà, c'est presque réalisateur de seconde équipe, c'est l'assistant réalisateur à ce niveau-là. J'ai plus le nom sous les yeux, ça m'énerve. Bon, parce que malheureusement, c'est des gens qui sont très peu crédités sur Wikipédia et tout, alors qu'ils sont très importants. Je sais que son prénom c'est Jude. Voilà. Pas Jude Melon, mais Jude quelque chose. Il fallait que je la fasse, on me l'a déjà faite, donc cette fois-ci c'est moi qui l'a fait. C'est très bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui a du corps. Voilà. Qui a du corps dans les deux sens du terme, hein, qui joue sur le corps aussi, ça c'est sûr, la souffrance du corps, mais qui transcende le corps et qui nous mène à l'esprit aussi. Voilà, Jude Poyer, c'est son nom. Et il y a un autre individu qu'il faut créditer aussi, dont on a parlé, mine de rien, dans le dernier, donc sur Budapest. C'est Gilles Porte aussi, ouais, là, le chef-op qui est Gilles Porte, qui pour le coup, qui a fait un super travail. Je trouve que ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il y a plein d'ambiances différentes. En fait, il y a un travail, pour le coup, sur l'image qui est hyper intéressante. On n'est pas dans la même chose, c'est très varié, et en même temps, c'est extrêmement cohérent. Donc, il y a toute la partie en France qui a une ambiance particulière. Il y a la partie dans le village thaïlandais dans lequel il est, sur cette plage en particulier aussi. Il y a toute séquence avec un coucher de soleil qui est magnifique.
Il y a l'ambiance dans ce village nocturne et à Bangkok pour le coup de nuit aussi. Dans le bar, il y a d'abord le bar devant le bar avec les ladyboys et ensuite le bar justement où il y a les enfants qui sont prostitués. Il y a plein d'ambiances différentes et puis après il y a tout dans l'immeuble dans lequel se terre Naong avec tous ces qui il me semble être une succursale derrière l'usine dans laquelle ils sont en train de mettre de la drogue dans les crevettes. Il y a plein d'ambiances différentes. Il y a un travail sur la lumière qui est vraiment hyper intéressant, qui parfois pourrait évoquer, on avait parlé, il me semble, dans Budapest, qui pourrait être presque Gaspard Noès, à certains moments, notamment quand tu es dans le Bangkok nocturne. Il y a vraiment un super beau travail sur la lumière. Donc je trouve qu'il y a un super chef-op c'était une bonne occasion de tester sur on va dire la compatibilité entre le chef-op et le réal dans Budapest pour avoir un film plus ambitieux peut-être. En tous les sens du terme, en termes encore une fois narratif, en termes de mise en scène, etc. Par la suite, je trouvais intéressant, l'alchimie prend bien. Est-ce que il me semble que c'est pas le même chef-op pour le coup dans Sous la scène, mais voilà, je trouve que c'est pour le coup c'est dommage. Je sais pas. Je trouve que ça se voit. C'est pas la même ambiance Sous la scène. C'est vrai que tout à fait, c'est pas idiot qu'il y ait eu un changement de chef-op entre les deux en soi. Après, c'est Netflix. Il faut savoir que oui, bien sûr. il n'a pas pu choisir totalement son équipe vis-à-vis des gens sur Sous la scène. Enfin, il a dû avoir des restrictions. D'ailleurs, Netflix, à la base, il voulait que Netflix s'implique sur Farang, mais Netflix a refusé parce que fallait que ça se passe en France et tout, que ça se trompe pas à l'étranger. Donc bon, il a fait un choix d'auteur. Xavier Gens, il a eu de la chance d'avoir du soutien de Canal+, France Télévisions, je crois. Et c'est bien qu'on soutienne les films comme ça en France. Je ne sais plus si le film a très bien marché en termes de box-office, parce que je sais qu'en termes de critique, il a eu un très beau succès d'estime. C'est ça, tout à fait. Et est-ce qu'il a super bien marché en box-office? Je l'espère. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, les producteurs et tout, ils regardent les succès au box-office, les critiques positives et tout. C'est pas qu'ils s'en fichent, mais voilà. Mais en tout cas, ce film est resté l'année dernière. Beaucoup de gens en ont parlé. Je pense qu'il mérite de rester aussi à la relecture, au revisionnage, pour les personnes qui découvrent ça sur le tard. Bon, après il y a eu Sous la scène, donc Xavier Gens, il avait déjà le vent en poupe techniquement pour... voilà, on espère d'ailleurs qu'il fera encore plein d'autres films derrière. Tout à fait. Avec Sous la scène, il a dû récupérer, je pense, pas mal de crédits potentiels pour un autre film où il va pouvoir avoir le contrôle à 100%. On n'est pas en train de dire que Sous la scène, ça va être encore un redown de Xavier Gens, mais se pourrait-il que... Ça, on verra, on aura peut-être des... on ne spoil rien. On va le revoir de toute façon. Ça va être l'occasion de le revoir. Il y a des choses à dire sur ce film, de toute façon. Ça dépend comment on le prend, Sous la scène. Si tu le prends comme une comédie, peut-être que ça marche bien. C'est Budapest 2, en fait. Sur certains points, c'est peut-être plus proche de Budapest, en effet, que de Coldskin ou de Farang. Oui. Mais non, mais Farang, c'est vraiment... C'est un film rare en France. Je pense pas qu'on puisse citer vraiment deux Farang. Alors, il y en a peut-être plus dans les milieux carcéraux et tout. Il y a eu des travaux. Je parle Un prophète, oui. C'est très différent d'un prophète en soi. Mais il y a des points, il y a des parallèles. Je trouve qu'effectivement, Audiard est certainement un des réals qui pourrait se rapprocher le plus de ça, en tous les cas comme proposition française, parce que c'est vrai que j'avais effectivement Un prophète, mais j'avais beaucoup d'Ipan en tête, parce que d'Ipan, il y a vraiment ce côté revenge movie aussi, pour le coup clairement assumé, mais avec toute une sorte de première partie, de premier acte, voire une bonne partie du deuxième acte qui était vraiment très sociale, jusqu'à ce que ça devienne vraiment du revenge movie. Et je trouve que finalement c'est assez proche là-dessus aussi, où il y a le revenge movie vient assez tardivement dans le film, parce que justement il faut le préparer en fait. Il y a vraiment cette idée qu'un revenge movie, c'est pas, on le balance pas comme ça. T'as un autre film alors que j'avais vu, je sais plus, je me sens que je l'ai vu, qui a été tourné aussi en Thaïlande, l'histoire. C'était un sportif qui a été incarcéré pour possession de drogue et tout. C'était Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. Ah, je l'ai pas vu. Qui, je pense, a peut-être aussi indirectement donné envie à Xavier Gens de tenter cette aventure-là. Donc, mais bon, c'était une coproduction anglophone, je crois. Parce qu'il y a pratiquement que des acteurs. Mais il y avait dedans, figure-toi, tiens, je vérifie là, il y avait Vitaya Pasringarm aussi. Donc, c'est possible, en effet, que quelques liens, voilà. Mais oui, on a des réalisateurs français qui essayent. Quand on leur donne les moyens. Alors souvent, ils y arrivent quand on leur donne les moyens étrangers aussi. C'est vrai. Mais là, Farang, je crois que c'est une production 100% française au final. Il me semble que c'est complètement français. Voilà. Oui, c'est totalement français, oui, effectivement.
C'est très bien. Et non, mais c'est bien. Voilà, c'est un film qui gagne au revisionnage. C'était pas étonnant que d'ailleurs, voilà, avec l'aspect spirituel au milieu. Ça, voilà, il faut creuser probablement dans peut-être des influences bouddhistes ou on ne sait pas trop. Il y a un tatouage aussi à un moment. Tout à fait, oui. Voilà, il y a certainement des choses à creuser derrière. Mais bon, ça sera plutôt pour d'autres visionnages. Ça. Mais, et puis il y a un truc aussi, c'est vrai qu'on n'a pas dit et que moi je trouve intéressant aussi, qui est important. Je trouve qu'il y a une... Moi, Xavier Jean, je le vois bien aussi travailler, parce que je trouve que l'histoire d'amour en tant que telle est vachement bien traitée, en fait. Elle a aussi Alors, il y a une vraie choix de chimie entre les trois personnages. Ouais. Il pourrait tenter des mélos un peu plus... Ouais, il pourrait. Parce que enfin, les deux, enfin, pour le coup, le personnage de Samir, de Mia, et puis de la petite fille en tant que telle, je trouve qu'il y a un truc qui marche très bien. C'est très rare que je trouve que les enfants, dans le cinéma français, je trouve qu'ils sont pas toujours très bien dirigés en France, malheureusement. Alors, je sais pas, c'est pas une sorte de science exacte, mais c'est relativement rare. Et je trouve que là, la petite fille est vraiment super bien, je vais le noter. Et je trouve que la relation entre Samir et Mia est top. Mais on peut la citer, hein, d'ailleurs, la petite fille qui est jouée, alors si je me trompe pas, oui c'est ça, par Shanantisha Tankwa, voilà. Qui est super, vraiment super. Et l'épouse Laurine Nounet, voilà, qui est une franco-thaïlandaise du coup. Oui. Et oui, ils sont voilà, c'est très impliqué. On sent qu'il y a eu du petit coaching tranquille derrière. Mais c'est vrai que je plaisante pas quand je disais que je verrais bien Xavier Jean un jour tenter une sorte de mélo un peu dramatique et tout. Ça pourrait marcher. C'est vrai qu'il a tenté à peu près tous les styles. Hein. Je crois que là, à force, même il a fait la science-fiction un peu post-apo dans The Divide. Bon, c'est pas tout à fait de la science-fiction, mais en soi, pourquoi pas. Ce serait bien de le voir dans un univers de SF, dystopique et tout. Oui. Mais c'est dont on avait parlé l'autre fois aussi de pourquoi pas un space opéra ou quelque chose vraiment de SF pur aussi. On avait parlé un comédie petit peu musicale, tiens. Comédie musicale, space opéra. Allez hop, on donne un petit pari à Xavier Jean, comme ça. Si t'arrives à faire une sorte de SF space opéra, comédie musicale, mais non, peut-être pas déconner non plus. Mais je suis sûr qu'il adorerait. Stylistiquement, en tant qu'auteur, ça doit être un kiff à imaginer. Pas pour rien que Jacques Audiard a pris plaisir à faire Emilia Pérez, qui est quand même un film opératico assez fou. Voilà, mais bon. Il a une longue carrière devant lui, Xavier Jean. Il a le temps d'en faire encore des films. Donc, il a même pas 50 ans. Voilà. Ouais, en plus, il est jeune. Il est très jeune. Voilà. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il a de quoi faire. Hein. Oui, sous la scène, peut-être, on dira toutes les limites qu'on veut dessus, peut-être deux. Mais ça, si ça peut lui permettre de faire 3-4 films derrière. Tout à fait. C'est peut-être le plus important, au final. Et voilà, finalement. Et alors l'idée, on va revenir de toute façon dans quelques temps. On va pas trop spoiler sur ce scène puisque je pense qu'on y reviendra dans très peu de temps. Mais t'as raison quand même de signaler que peut-être justement il y a presque ça parfois chez Xavier Jean. Enfin, c'est peut-être une impression que j'ai, mais où il y a des films qui sont plus mineurs, qui sont pour le coup des films qui souvent tournent à l'étranger, qui sont des commandes. Donc on a déjà parlé de Crucifixion, on a parlé même de Hitman, etc. Qui sont presque des films qui potentiellement sont des films de studio et qui lui permettent pour le coup de faire ses projets plus personnels. Peut-être quand on dit ce côté Dancy est peut-être révélateur de quelque chose qui est un peu du one-to-one. Je fais un film qu'on me commande pour pouvoir faire quelque chose de très personnel derrière. Donc peut-être que finalement ce truc Dancy a quelque chose finalement explique un petit peu si ça démarche, ce que je comprendrais parfaitement en fait. Même si il aime travailler, il aime tourner dans le cinéma. Voilà. Des fois, il va accepter. Il sait qu'il va s'amuser quand même, qu'il va passer des moments. Et ça lui fait des expériences. Voilà. Voilà, sans que ce soit cynique en fait, bien sûr. Tout le monde ne peut pas faire un film de requin sur Netflix, tu vois. Donc. Ouais, tout à fait. Quand bien même c'est pas vraiment son idée de scénario, qu'il ait dû faire des compromis probablement. Mais à mon avis, il a pris un immense plaisir à faire ce film. Mais je pense. Voilà. Et même Budapest en soi, c'est une récréation ce film. C'est plus pour dépanner un pote à la base, je pense. Et il y a à chaque fois qu'on voit un film moins bon entre guillemets des Xavier Jean, il y a toujours des scènes où on se dit, tout à fait. C'est cool. Même The Crucifixion. On voit bien d'ailleurs l'ironie de ce film, on en avait parlé. Il a beaucoup ironisé sur certaines choses, dans une forme de puritanisme et tout. Je pense que des fois il y glisse peut-être des messages aussi, c'est possible. Mais ouais, c'est un film. Finalement, il reste libre, même dans ses commandes, il arrive à rester libre un peu. Hein. Donc, mais là, ouais, on a hâte de voir ce qu'il fera après. C'est sûr que là, le connaissant, à mon avis, il doit être en train de bosser là. Mais je crois qu'il a eu des petits problèmes de santé récemment aussi. Enfin, c'est un pote qui m'a dit ça. Alors, j'espère que tout va bien. Voilà.
J'espère que mon pote n'a pas confondu avec un autre réalisateur aussi. Il faut pas qu'il ait confondu avec Christophe Gans. Parce que malheureusement, souvent on le confond avec Christophe Gans, même si Christophe Gans est un bon réalisateur aussi, hein, attention. Mais voilà, mais bon, voilà, on espère que tout va bien et que ça bosse bien, hein, à mon avis, ça doit bosser. En tous les cas, on lui fait un petit clin d'œil comme à chaque fois et qui n'hésite pas à nous faire ses retours. Et d'ailleurs, il le fait de temps en temps, donc c'est super gentil à lui de nous écouter. Et puis, écoute, alors, je sais pas si tu rajouter un petit dernier truc pour conclure sur Farang ou si tu avais fait le tour. Non, et à suivre du coup la carrière de Nassim Niasse aussi, parce que je pense qu'il aura de très beaux rôles, à mon avis. Très peu, incessamment. Mais il en a eu un dans Sous la Seine, oui. Mais je pense que là, parce que forcément, beaucoup de producteurs, réalisateurs, scénaristes et tout qui ont vu le film l'année dernière, s'il a tapé dans l'œil de certains, on verra les résultats dans 1 ou 2 ans. Donc, j'imagine qu'il a des projets de... Il a vraiment une bonne carrure à la fois de héros, encore une fois de cinéma d'action, mais auquel il peut donner une dimension particulière. En fait, je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est ce qui révèle dans Farang où il y a ce truc-là. Je trouve que justement, on en reparlera dans Sous la Seine. Il est vraiment beaucoup plus en retrait. On est aussi quand même dans une mécanique de film d'action autre, un petit peu différente, mais pour le coup, il est pas potentiellement travaillé ou utilisé à travers ce truc-là, à travers vraiment ses caractéristiques et ses grandes qualités d'acting. Là, pour le coup, je trouve que dans le film, il a vraiment ce truc-là. Le film est presque taillé pour lui, à la fois dans son côté sportif, émérite et extrêmement talentueux, et à la fois dans son acting, qu'il est tout autant. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, non, mais on suivra sa carrière avec précision, en espérant qu'il fasse pas que des films comme En passant pécho et tout. Voilà, parce qu'il a été dans En passant pécho. Film que j'ai pas fini de l'année 2021 et c'est très rare. Pourtant réalisé par Julien Royal Hollande, hein, oui, c'est bien lui. Oui. que j'ai connu indirectement par un ami il y a il y a presque des décennies maintenant. Et voilà. Mais bon, ça reste en off, c'est amusant. Comme quoi, des fois, le monde du cinéma est très petit. Et pas que du cinéma. Oui, Julien Royal Hollande, hein, vous connaissez. Hein, Ségolène et François, c'est ça. Ils furent un couple à l'époque. C'est ça, voilà. Enfant de divorcé typique, hein. Ça arrive, hein. Non, mais bon, voilà. Mais, non, Nassim Niasse, honnêtement, oui, en plus, il a eu des rôles intéressants. Il a joué dans 16 ans, par exemple. Un film intéressant, 16 ans. Qui est sorti la même année que Farang, d'ailleurs. Donc, à suivre. Voilà, à suivre de très près. Et comme Xavier Jeance, bien sûr. Ah bah tout à fait, oui. En tout cas, je vais te remercier du fond du cœur, Julien, et pour ce petit moment de discussion toujours passionnant autour de la carrière riche de Xavier Jeance, qu'on n'a pas terminé pour le coup. Et même quand, encore une fois, on l'aura terminé à date, et ben effectivement, on fait une longue carrière, donc on se retrouvera certainement pour faire des mises à jour. Comme nous offre... Alors c'est peut-être une petite parenthèse, mais effectivement, je crois que peut-être qu'on avait parlé dans le dernier podcast, mais une fois qu'on aura fini Xavier Jeance, en tout cas à date, peut-être que ce sera l'occasion de refaire un petit détour par Alexandre Bussier et Julien Maury pour découvrir justement le film qu'on n'a pas vu, qui est une mise à jour de leur carrière, qu'on n'a pas encore faite. C'est vrai. Et après, peut-être se lancera-t-on sur d'autres réalisateurs. Comme on a parlé de Pascal Logier ici, ça pourrait être pourquoi pas intéressant de revenir sur sa carrière, puisqu'il encore une fois, il fait une petite incartade dans le film de quelques secondes. En tout cas, voilà. Julien, un grand merci à toi. Et puis, j'espère Alors, je mettrai en lien, en passage, le Mickey, alors, on verra qui sort en premier. C'est ça la question. Oui, tout à fait. C'est toujours le concours à chaque fois. Mais lequel va sortir en premier? Bonne question. Mystère, suspense. Tu es plus fort que moi sur la chose, hein. Tu es quand même plus rapide, mais... On sait jamais. J'ai du temps ce soir, donc peut-être. Ah. Donc dans tous les cas, voilà, il y aura le Mickey coutumier aussi, qui sera en lien qui est pour le coup un Mickey, vous le verrez, un peu particulier. Ce sera un peu différent, peut-être de d'habitude. Un cocktail de Mickey, oui, c'est ça. Mais... un savoureux cocktail. C'est ça. Et il y a des petits raviolis pour accompagner tout avec le cocktail, incroyable. Ça va être. Pas que des raviolis, hein, mais on en dit pas plus. On dit pas avec quoi ils sont faits les raviolis, surtout, c'est ça. Ah. En tout cas, un grand merci à toi, Julien, et puis à très très bientôt sur la chaîne. Et puis encore une fois, le lien de la chaîne de Julien est en description, évidemment. Précipitez-vous, mais vous avez l'habitude, de toute façon, vous êtes tous déjà abonnés si vous écoutez ici, puisque vous avez l'habitude de ces rencontres régulières. Et puis, écoute, passe une bonne soirée, Julien, et puis un grand merci à toi. Et à très bientôt, et encore merci. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao.